atelier de formation. Tout de suite et maintenant, je vous prie de recevoir notre invité pour l'animation de la formation de ce soir. Bonsoir, professeur Amal Boutia. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir. Merci au groupe vraiment pour les efforts établis pour la formation continue des médecins, mais surtout pour mettre en contact l'ensemble des professionnels de la santé, les médecins africains, et combien on a besoin de ces échanges. Je remercie particulièrement Monsieur Cédric qui a pris contact avec moi, qui m'a proposé de traiter un sujet. Et puis sans réfléchir, comme vous l'avez si bien dit, j'ai dit ouais, la maladie rénale chronique. Mais en fait, quand je me suis lancée dans la maladie rénale chronique, je crois que tout le monde sait que toutes les pathologies peuvent entraîner une atteinte rénale, toutes les intoxications, les infections, etc. Et puis toute maladie rénale peut évoluer vers la chronicité, donc l'insuffisance rénale chronique. Et du coup, ça veut dire que si on traite la maladie rénale chronique, on pourrait faire appel à l'ensemble de la pathologie qui concerne l'être humain. Oui, et donc je me suis lancée et j'ai pas la prétention de traiter l'ensemble la problématique de la maladie rénale chronique, mais d'essayer de simplifier et de discuter ensemble, surtout d'essayer de répondre à vos questionnements, parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire face à ce fléau. Moi, ma question est pourquoi cette présentation et pourquoi vous venez écouter un petit peu la maladie rénale chronique. Même si je ne reçois pas c'est-à-dire de réponse directe, vous pouvez la rédiger et on reviendra à la fin pour essayer de voir si je peux répondre au moins en partie à votre questionnement. Les questionnements, pourquoi vous êtes venu m'écouter aujourd'hui? Parce que vraiment, les livres, il y a tout ce qu'il faut et c'est l'échange et l'interprétation pour partager entre nous qui nous manque beaucoup. Bon, on revient sur notre maladie, la maladie rénale chronique, une pathologie des plus fréquentes, une pathologie grave, une pathologie, c'est-à-dire vraiment qui va être un fléau et qui est souvent négligé malheureusement. On ne fait pas attention, il n'a pas sa place vraiment dans les protocoles et dans tous les efforts consentis par les différents pays pour lutter contre les maladies chroniques de façon générale. Suite. Donc, on a parlé, pourquoi parler de la maladie rénale chronique parce que c'est une pathologie grave, sévère, coûteuse et que toutes les pathologies peuvent retentir sur le rein, comme le rein peut retentir sur l'ensemble des organes. Et c'est une pathologie qui reste très coûteuse, qui est de plus en plus coûteuse et qui est en train d'alourdir l'ensemble donc des moyens de couverture sociale ou de santé, etc., médicale. Suite. Donc, cette maladie, à travers le monde, touche des millions et on n'a pas réellement de véritables statistiques parce qu'on sait qu'elle est silencieuse, qu'on ne fait pas toujours le diagnostic, etc. Et que, comme toutes les autres pathologies chroniques non transmissibles, comme le problème cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle, ont remplacé en dehors de la situation, bien sûr, du Covid, les maladies dites transmissibles qui étaient la première cause de décès, de morbidité humaine. Donc, la maladie rénale chronique, comme on a dit, n'a pas vraiment sa place, alors qu'on doit tous travailler pour essayer de prévenir et éviter l'aggravation, éviter que les gens tombent de plus en plus malades et qu'on n'a pas toujours, ça ce qui est aussi la caractérise, les possibilités de les soigner et de les maintenir en survie. Suivante. Donc, c'est une épidémie qu'on a dit silencieuse et sa prévalence est en constante augmentation. Pourquoi? Parce que toutes les pathologies qui génèrent ces maladies rénales, comme ceux que vous connaissez très bien, le diabète et l'hypertension artérielle, sont en constante augmentation. Et elle est diagnostiquée souvent à des stades très avancés, le stade 3 et surtout le stade 4 et 5. 80% de ces personnes sont prises en charge dans les pays avec des moyens importants. Pourquoi? Parce que on ne peut pas toujours prendre ces patients, surtout dans les continents comme l'Asie ou l'Afrique, parce que, comme on l'a dit, très coûteuse. Et la population générale, nous avons environ une personne sur 10, c'est-à-dire que si on est une cinquantaine, au moins, donc 5 personnes ont une pathologie rénale. Ce qui arrive, c'est que, par exemple, nous, on dit pour l'autre pays qu'on aurait au moins 3 millions de Marocains qui auraient une maladie rénale, mais comme la majorité ne doivent pas le savoir parce que c'est une maladie silencieuse. On dit toujours, nous, le rein, il faut aller voir s'il se porte bien. Il ne faut pas attendre que lui,
lui, ils vous disent, je me sens pas bien. Oui, suivante, c'est pas un problème, merci. Suivant. Donc, il apparaît à tout âge. Donc, on peut avoir une maladie rénale du nouveau-né et même avant, parce que maintenant, vous savez que vous avez parlé que moi, je fais de la néphrologie pédiatrique beaucoup et qu'on fait du dépistage anténatal. Donc, avant même la naissance, jusqu'à un âge très avancé. Et bien sûr, plus on avance dans l'âge, plus on voit apparaître de maladies rénales chroniques et on se dit que les sujets au-delà de 75 ans sont beaucoup plus atteints de cette maladie rénale chronique. Le risque de développer cette maladie rénale, en dehors de tous ces facteurs dont on va parler, c'est surtout les possibilités, donc l'origine ethnique et le lieu, le mode de vie. Les Afro-Américains, les Hispaniques, parce qu'on a fait des études là-dessus, et les personnes du Sud asiatique ont un risque plus élevé de maladie rénale pour de nombreuses raisons, mais surtout parce qu'il y a une incidence élevée des deux pathologies dont on a parlé, qui sont pourvoyeuses d'insuffisance rénale chronique ou de maladie rénale chronique, qui sont le diabète et l'hypertension artérielle. D'ailleurs, dans notre pays, nos statistiques montrent que dans les centres de dialyse, la première cause d'arrivée en dialyse, c'est le diabète, suivi de l'hypertension artérielle, alors que les maladies rénales viennent vraiment au quatrième plan. Alors qu'il y a 25-30 ans, nous avions surtout les pathologies rénales comme les glomérulonéphrite post-infectieuse qui occupaient les premières places et qu'après venaient, c'est-à-dire les maladies générales pourvoyeuses de maladies rénales chroniques. Suivante. Donc, les objectifs sont très simples et dépendent du public. À qui on s'adresse? On s'adresse à des médecins. Donc, quelle est la problématique qu'on cherche? On cherche à dépister les populations à risque parce que on doit aller voir comment se porte le rein. Prévenir la maladie rénale, si on peut la prévenir, mais prévenir quand on diagnostique une maladie rénale, l'apparition de l'insuffisance rénale. Et si cette insuffisance rénale apparaît, ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale et après essayer d'optimiser les prises en charge. Pour nos pays, on doit surtout travailler sur cette prévention. Vous savez que l'histoire de la maladie rénale a commencé par Bright, donc qui avait constaté que parce que dans le temps on connaissait un peu les maladies cardiaques et pas les maladies rénales, mais il a trouvé que des sujets qui avaient une hypertrophie cardiaque, qui mouraient d'insuffisance cardiaque, avaient des problèmes de rein et donc il avait une albuminirie, donc il avait des protéines dans les urines et il faisait des urémies sévères et mourait. Donc ça, c'était le démarrage du lien entre la maladie rénale et le problème cardiaque. En rappelant donc ce début, c'est essentiellement pour mettre l'accent sur la relation intime entre les pathologies vasculaires et cardiaques et la maladie rénale. Et depuis un certain temps, on considère toutes les anomalies rénales comme un facteur de risque d'apparition des maladies cardiaques. Suivante, please. Donc, avant d'entamer donc ce qui sont les pathologies, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquences, etc., on doit retenir les principales fonctions du rein. Donc, si on a 2 millions de néphrons, donc c'est la force donc qui travaille. Et qu'est-ce qu'elle a comme fonction essentielle? L'épuration des produits, donc tous les déchets, essentiellement les catabolismes azotés, mais tout ce qui rentre doit sortir, donc aussi pour maintenir l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique, pour maintenir l'homéostasie donc de l'organisme et les fonctions endocrines. Ce qu'on doit savoir, c'est que quand on se fait une substitution, par exemple, par une hémodialyse ou dialyse péritonéale, on ne peut corriger que les premières fonctions, c'est-à-dire on peut aider à l'épuration du produit, même si on ne le fait pas, le rein le fait 24/24, les différentes méthodes ne le font pas régulièrement 24/24. Et on peut régler les problèmes hydroélectrolytiques acido-basiques, mais on ne peut pas substituer les fonctions endocriniennes. Et ça, c'est très important. L'évolution a fait que nous avions eu des produits et des médicaments pour substituer justement et corriger ces insuffisances. Affirmer la maladie rénale chronique, c'est quoi la maladie rénale chronique? On peut l'affirmer par un dosage très simple, celui de la créatinine. Mais avec le temps, on a essayé d'affiner. D'affiner pourquoi? Parce que parfois, le taux de créatinine ne traduit pas vraiment le degré d'atteinte rénale ou d'insuffisance rénale. Donc, on s'est dirigé vers ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire combien le rein épure dans les minutes. Et on a un débit de filtration qui commence à baisser
au-delà, au-dessous de 60 millilitres par minute par 1,73 mètres carrés est déjà témoin d'une altération de la fonction rénale ou d'une anomalie rénale morphologique. C'est-à-dire l'anomalie morphologique, c'est que quand on a des reins qui changent d'aspect, on va voir, sont plus petits, ou bien on a fait une biopsie rénale sur le plan histologique, on voit qu'il y a des glomérules qui commencent à mourir, donc une bonne partie qui est partie, soit sur la partie du glomérule, soit le nombre de ces glomérules qui commencent à se réduire. Ou bien ce qu'on appelle la composition du sang, des anomalies au niveau du sang, donc une élévation des produits, donc créate, urée, acide urique, etc. Ou bien des problèmes dans les urines, le sang, les protéines, etc. La maladie rénale chronique, sa gravité réside dans le fait que toutes les pathologies qu'on appelle chroniques, parce qu'avant on parlait que d'insuffisance rénale chronique, et on a commencé à parler de façon générale de la maladie rénale chronique qui peut aboutir à l'insuffisance rénale chronique terminale et entraîner le décès. Et c'est d'où le danger et l'importance de ce diagnostic. Donc, comment faire pour affirmer ce débit? Ça, c'est juste pour vous donner des informations. Moi, mon objectif, c'est d'avoir avec vous une discussion pratique. Parce que maintenant, vous avez une idée de ce que c'est le débit de filtration glomérulaire, mais la majorité des labos calculent pour vous le débit et vous donnent une clearance, donc déjà calculée. C'est quoi ces clearances un petit peu donc très scientifiques dont on parle? C'est la quantité de plasma qui va être épurée d'une substance par une unité de temps par le rein. Donc, en ce moment, ce qu'appelle le débit de filtration glomérulaire, c'est combien le glomérule laisse passer donc de cette substance. Normalement, la mesure se fait par ce qu'on appelle des produits exogènes, c'est-à-dire comme l'inuline, qui donne exactement donc la mesure du débit de filtration. Mais on ne peut pas pour mesurer le débit de filtration pour les patients par ces substances. Donc, on a trouvé une substance qui est la créatinine, qui est une substance qui n'est pas toxique, qui est produite dans l'organisme de façon normale et qui est filtrée librement par le glomérule. Mais là, un point très important, c'est qu'il n'a pas de transport tubulaire, c'est-à-dire qu'il nous permet de mesurer que la fonction du glomérule. Le tubule n'intervient pas et donc il n'a pas aucun transport et elle s'approche de la substance qui est exogène, qui est l'énergie. On a besoin donc de son dosage pour la clearance dans le sang, dans les urines et de volume des urines de 24 heures. Donc, en pratique, il y a eu l'évolution, l'affinement de ces formules, dont on ne va pas rentrer. Donc, au départ, il y avait que la formule de Croft. Donc, après, on a un peu essayé d'adapter parce que on se dit toujours, est-ce que cette formule traduit réellement le degré d'atteinte rénale. Donc, est-ce qu'elle mesure de façon précise le débit de filtration glomérulaire? Donc, maintenant, vous avez la majorité des labos qui vous donnent ces clearances. Et si vous avez des labos qui ne vous donnent pas, vous devez les demander. Parce que eux, pour eux, c'est très simple. Une fois qu'ils fassent le dosage, ils peuvent calculer et vous donner directement. Sinon, il y a des sites, il y a des formules sur les téléphones, sur les ordinateurs pour le calculer. Suivant. Donc, reconnaître la maladie rénale chronique, c'est une maladie qui évolue parce que du fait de son nom, chronique, donc progressive, mais surtout irréversible. C'est-à-dire, quand il y a une maladie rénale qui apparaît, quel que soit son degré, il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qui la distingue de la maladie rénale aiguë. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, la maladie rénale aiguë de façon générale, que ce soit glomérulaire, tubulaire, etc., aiguë, sa définition, c'est qu'il est réversible. Et la chronique, elle est irréversible et d'où son danger. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, quel que soit le stade. Tout ce qu'on peut faire, en général, c'est de retarder la progression de la maladie rénale. Et puis, on a défini qu'on parle de maladie rénale chronique à partir de 3 mois. C'est-à-dire qu'on a une pathologie, qu'on a une anomalie et qu'on prend le temps de 3 mois environ pour décider et pour dire que c'est une maladie rénale chronique. Suivante. Donc, quels sont les signes de la maladie rénale chronique? Il n'y a pas de signes spécifiques rénaux, c'est très rare. Les signes spécifiques, on va voir les marqueurs de rein, c'est surtout dans les urines. Le sang, la protéine urique, vous connaissez, etc.
Mais comment on va savoir que il y a une maladie rénale? Justement, sur le plan clinique, elle est très, très riche. Pourquoi? Parce que le rein ne parle pas et on prend que les symptômes de l'atteinte des autres organes. Et comme le rein retentit sur l'ensemble des organes, on peut avoir donc des symptômes inimaginables et innombrables. Pourquoi? Parce que quand on a une insuffisance rénale, on a des toxines urémiques et ces toxines urémiques donnent des problèmes au niveau des dysfonctionnements de différents organes. On a des anomalies endocriniennes dont on a parlé, on peut avoir des problèmes d'anémie, d'érythropoïésie au niveau de l'os, etc. Et on a des anomalies et des perturbations biologiques énormes. Donc, imaginez toutes ces perturbations, quels symptômes ils vont vous donner? Ils vont vous donner plusieurs symptômes. L'acidose peut vous donner des problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, l'accumul de l'acide urique, les problèmes endocriniens, l'anémie, l'essoufflement, la dyspnée, les fanères, les cheveux, etc. Et en plus de ça, vous avez ce qui a entraîné la maladie rénale, c'est-à-dire la maladie causale. Donc, à partir de là, et ça doit vous interpeller, quelle que soit votre pratique, c'est-à-dire que vous soyez médecin omnipraticien, que c'est un médecin spécialiste, que vous soyez un biologiste, radiologue, c'est-à-dire que vous pouvez à votre place, à n'importe quel moment, faire le diagnostic et parler de maladie rénale chronique parce que vous avez toute la pathologie des différents dysfonctionnements d'organes, problèmes cardiaques, problèmes de peau, problèmes de cheveux, problèmes endocriniens, problèmes de fertilité, etc. Tout ça peut être lié à la maladie rénale chronique. Donc, on ne peut pas limiter et je ne peux pas vous faire un listing. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. J'ai fait exprès pour demander, par exemple, listing fonctionnel. Ben, c'est tout. Diminution de l'appétit, le dégoût, le prurite, la fatigue, etc., le polydipsie. On pense pas, par exemple, polydipsie, on pense au diabète. On dit toujours, bon, on va chercher le diabète, là, les gens ont compris. Mais de maladie rénale, et surtout s'il y a une maladie rénale qui a entraîné l'insuffisance rénale ou la maladie rénale chronique, donc, et il y a des problèmes, donc, de la diurèse il faudrait prendre en considération. Les problèmes examen cutané, l'examen cardiovasculaire, l'examen ostéo-articulaire, etc. Donc, tout, moi, pour dire que on doit donner l'attention à tous ces symptômes pour essayer de dégager et de dire, waouh, je vais chercher la maladie rénale s'il existe. Il y a les marqueurs de la maladie rénale chronique qui sont, et c'est pour cela que dans le dépistage qu'on va essayer de voir, on parle et on essaie de se concentrer sur l'albuminurie, par exemple. Et on a parlé de la microalbuminurie que tout le monde commence à demander, par exemple, chez les diabétiques, chez les hypertendus. Et pourquoi elle est importante? C'est parce que la microalbuminurie apparaît avant l'albuminurie. Et du coup, on peut déjà penser et réfléchir qu'il y a un problème rénal et aller vers cette exploration. La même chose que l'hématurie. L'hématurie, il faudrait savoir que l'hématurie microscopique a la même signification qu'une hématurie macroscopique. La leucocyturie, l'association par exemple d'une petite albuminurie, une petite leucocyturie, parfois c'est des signes qui sont pas évidents, qui ne donnent, le rein ne parle pas, n'a pas beaucoup de douleur. Moi je dis souvent aux patients, ils rigolent parce que je dis quand ils ont mal, je dis waouh, nous on est très heureux quand vous avez mal. Pourquoi? Parce que vous pensez au rein, vous allez faire un diagnostic et vous allez faire donc un traitement précoce et sauver vos reins. Parfois, les gens découvrent des malformations, des obstacles, des petits reins à l'examen radiologique. Surtout l'échographie a permis de diagnostiquer un nombre incroyable de maladies rénales de façon systématique. Avant l'échographie, la majorité des maladies rénales arrivaient à des stades vraiment très avancés pour être diagnostiquées. Parfois, c'est bien sûr la biopsie rénale réalisée dans des circonstances qui permet de faire le diagnostic. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? Parce qu'on ne peut pas vous demander tout dans la maladie rénale. La maladie causale est diagnostiquée et la maladie causale, comme on vient de le dire, peut être maladie cardiovasculaire, une maladie endocrine, un diabète, une maladie infectieuse, surtout en Afrique, un produit toxique qui va donner une insuffisance rénale chronique. Et nous, si on diagnostique la maladie, on a une maladie causale, il faut éliminer aucune maladie. Pour le rein, il faut éliminer aucune. Il faut faire un diagnostic précoce pour faire la prévention. La prévention de voir apparaître une insuffisance rénale. Et quand vous l'avez, parce que souvent vous allez la voir,
Par exemple, le diabétique chez nous, l'hypertendu, etc., ils arrivent déjà avec une insuffisance rénale. Mais le degré est variable. Il faut jouer pour ralentir. Une fois arrivé au stade terminal, on demande surtout de transfert au néphrologue pour la prendre en charge le stade terminal. Donc, comment on va diagnostiquer? On va cibler des patients. C'est sûr que si on peut faire des check-ups et demander à tout le monde et faire un dépistage chez tout le monde, c'est très bien. Mais on va cibler des individus parce qu'il y a des personnes qui vont faire plus, donc ils ont un risque plus élevé de développer une atteinte rénale. Donc au moins, on justifie un dépistage annuel dans la population à risque. Quelles sont ces populations à risque? Suivante. Alors même cet écran ne marche pas. OK, merci. Donc, si, là aussi, comme pour les symptômes, si on fait un listing, mais il est innombrable, les hypertendus, les diabétiques, faites attention surtout à ces personnes, les personnes âgées, pas seulement on a d'ailleurs ce qu'on appelle l'insuffisance rénale physiologique, entre guillemets, des personnes âgées, surtout à partir de 70 ans, les sujets obèses, les infections, toutes les infections urinaires, les lithiases, les obstacles, les personnes qui naissent avec un capital néphronique donc réduit, c'est-à-dire les bas poids de naissance et les prématurés qui sont maintenant des facteurs de risque de développement de maladies rénales chroniques et d'insuffisance rénale, particulièrement chez l'enfant. Donc, les diminutions acquises, par exemple, quand on fait une néphrectomie pour n'importe quelle raison, l'exposition à des toxiques, les médicaments, les produits toxiques au niveau du travail, au niveau donc de l'utilisation de certains, ce qu'on appelle entre guillemets médecine traditionnelle, et on sait combien elle est fréquente dans nos pays africains, des pathologies aiguës auxquelles on ne fait pas attention. Et moi, d'ailleurs, je voudrais aussi profiter pour parler de ça au cours de l'épidémie Covid-19. Vous savez que la maladie rénale était le facteur de risque le plus important au niveau de la réanimation. Elle était la cause de décès de la plus grande majorité donc des malades, parce qu'on associait à un problème l'arrêt de deux organes donc vitaux, et puis le rein conditionner tout. Une fois que l'insuffisance rénale apparaît, elle limite l'utilisation des médicaments, l'utilisation des drogues. Il a besoin donc d'un traitement de substitution. La dialyse avec le respirateur et avec la pathologie infectieuse donc évolutive était très dure. Mais il y avait l'autre partie de patients. Les patients, on n'a pas fait de dépistage de la maladie rénale. Par exemple, beaucoup de malades avaient une protéinurie minime, une hématurie. Les malades qui n'avaient pas besoin d'hospitalisation, qui ne sont pas rentrés en milieu de soins intensifs, au milieu de réanimation, et ces malades, cette période aiguë passée, il faut les suivre, parce que c'est après quelques années qu'ils peuvent développer une atteinte rénale. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on fait, parfois, même chez les enfants, on dit, un jour il a enflé, oui, il avait les yeux enflés, il a fait quelques œdèmes de membre inférieur, il a ruiné du sang un jour, et puis ça part. C'est ça ce qu'on appelle les épisodes d'atteinte rénale aiguë passés inaperçus. Mais avec le temps, on voit qu'il y a une pathologie rénale. Et la problématique ici, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire de diagnostic. Parce que quand il arrive au stade avancé de l'insuffisance rénale, maladie rénale chronique, on ne peut plus faire la différence. Les maladies auto-immunes, les maladies familiales, tout ça sont très nombreuses et fréquentes. Et il faut faire attention à l'atteinte rénale. Suivant. Donc, fréquente et silencieuse, et elle est asymptomatique avant le stade 4. Donc, si on arrive au stade 4, donc finalement, c'est comme si on n'a pas travaillé. Donc, il faut une prise en charge bien avant pour éviter l'apparition de ces maladies rénales. Suivante. Alors voilà, on a parlé un petit peu, on a évoqué, on parle de maladie rénale. Pour moi, oui, mais il faut déjà diagnostiquer, avoir des éléments pour se baser et dire que c'est une maladie rénale chronique. Je viens de parler donc de tout ce qui est antécédent de maladie rénale, quel que soit de symptômes ou d'anomalies ou marqueurs biologiques ou marqueurs morphologiques, notamment la taille des reins. Pour tous ceux qui manipulent un échographe, et chaque fois quelle que soit votre spécialité, votre travail, c'est-à-dire faites
juste un petit coup de sonde au niveau rénal, même si vous n'avez pas, par exemple, les compétences nécessaires pour diagnostiquer exact, mais il vous paraît que l'aspect n'est pas tout à fait normal, que la différenciation n'est pas bonne, que peut-être la taille n'est pas ce qu'il faut, etc. Donc, s'il y a une anémie, si le malade ne se sent pas bien, une calcémie, cherchez. Et ça, c'est déjà des stades avancés. Suivante. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué l'insuffisance rénale, c'est ce qu'on va essayer de passer en revue. On va apprécier quoi? Le stade, où est-ce qu'on est? Même pour tout le monde, par exemple, tous les spécialistes et tous les médecins, est-ce qu'il va continuer à prendre en charge cette maladie rénale chronique ou bien il va passer la main donc aux spécialistes? Suivante. Donc, on parle de stades. Les stades, ils sont 5. On avait 1, 2, 3, 4, 5. On a partagé 3 en 2. Donc, il y a 3A et 3B. C'est beaucoup plus parce que il y a des petites variations entre quand on est à 40 ou quand on est à 50 millilitres de clearance. Donc, il repose sur ce qu'on a déjà vu, savoir la mesure du débit de filtration glomérulaire, et on définit ces stades. Ces stades sont importants. Pourquoi? Parce que les stades jusqu'à, on va voir qui peut prendre en charge ces maladies et quand transférer donc le patient au spécialiste. Suivante. Donc, déterminer la vitesse de progression. C'est hyper important parce qu'une maladie rénale qui évolue lentement, par exemple, quand on a un déclin juste physiologique, ou une maladie rénale simple, qui est, le malade donc va perdre entre 2 et 5 millilitres de clearance par an, et une maladie qui se dégrade très, très rapidement quand on perd plus de 5 millilitres de clearance par an. Donc, tout ça est fonction de quoi? Fonction de la néphropathie causale, mais et les fonctions de traitement qu'on va proposer et aussi des facteurs qui vont se surajouter à cette maladie causale. Et ça, c'est très important. C'est là où on peut jouer. C'est là où on peut vraiment travailler. Suivante. Donc, prendre en charge ces maladies qui prédisposent à l'atteinte rénale, c'est-à-dire ces facteurs qui aggravent. Suivante. Donc, qu'est-ce qui va aggraver la maladie rénale? Vous savez, l'hypertension artérielle peut entraîner une atteinte rénale chronique. Mais vous savez aussi que la maladie rénale entraîne de l'hypertension artérielle. Donc, la maladie rénale aggrave l'hypertension et l'hypertension artérielle aggrave la maladie rénale. Donc, un des facteurs de risque le plus important à prendre en charge, à traiter et à vraiment stabiliser, c'est la tension artérielle, quelle que soit la cause. Et quand vous avez des jeunes, j'en profite, il faudrait, quand vous avez de l'hypertension artérielle, aller voir le rein. C'est pas possible de voir jusqu'à maintenant que des gens sont suivis pour hypertension artérielle, entre guillemets, essentielle, alors qu'ils ont 30 ans, 35 ans. C'est pas possible. Il faut trouver une maladie rénale en général. Les autres causes sont beaucoup plus rares. Il y a le diabète, l'obésité aussi, qui représente un problème énorme. Donc, et les infections. Parfois, vous avez des infections aiguës, des infections chroniques comme la tuberculose qui fait ravage. Je ne sais pas ce qui se passe exactement dans l'ensemble des pays africains, mais chez nous, là, on sait que la tuberculose africaine augmente et c'est un facteur de décompensation, souvent asymptomatique, surtout qu'on va voir que les personnes atteintes de maladies rénales chroniques ou d'insuffisance rénale chronique sont considérées comme des personnes immunodéprimées. Donc, ils peuvent développer ces infections de façon vraiment sournoise et ne pas avoir une symptomatologie évidente. Quand on a aussi des maladies génétiques et on connaît un petit peu les mariages consanguins dans nos pays, il faudrait aussi essayer de jeter un coup d'œil là-dessus et voir si on peut donner un conseil pour ne pas laisser perpétrer donc et se voir se développer l'ensemble de ces maladies héréditaires. L'étiologie est tellement importante. Suivante. Pourquoi? Parce qu'on peut proposer un traitement. Et maintenant, nous, les néphrologues, on est heureux de voir une maladie rénale parce qu'on ne voit plus que l'atteinte rénale venant des maladies générales, comme je l'ai dit, diabète, hypertension artérielle. Donc, quand vous avez une étiologie, vous avez cherché une étiologie, vous avez une maladie rénale,
On peut avoir un impact thérapeutique, par exemple, l'utilisation de traitements corticoïdes, immunosuppresseurs dans les glomérulonéphrite, les glomérulonéphrite progressive, les glomérulonéphrite aiguë. Et donc, le diagnostic de la maladie rénale ne peut être fait qu'une fois qu'on a fait le diagnostic à un stade précoce. Parce qu'au stade avancé, évolué, qu'est-ce qui arrive au niveau rénal? Au niveau de sa morphologie, il diminue, il devient petit, donc une atrophie rénale qui traduit l'histologie qui est la fibrose rénale. Donc les lésions, même si on a une taille subnormale, on fait par exemple une biopsie, vous n'allez rien voir parce que tous les glomérules sont sclérosés et il y a ce qu'on appelle les glomérules sont coupés en pain à cacheter et toutes les structures sont détruites. On ne peut pas faire de diagnostic. Ceci pour dire qu'il faut essayer de faire un diagnostic précoce. Les autres étiologies. Là aussi, je fais juste un panel. Les obstacles, les atteintes glomérulaires, le diabète, l'amylose, le lupus, tout ça. Parce que, bien sûr, on essaie de faire le diagnostic par les marqueurs biologiques de l'atteinte rénale, voir différencier un tout petit peu. C'est ici, je voulais résumer, mais je les détaillerai en plus pour essayer de le faire. Ça, c'est juste pour vous plus, parce que pour faire le diagnostic, il faut que ce soit des spécialistes. Entre syndrome glomérulaire, syndrome interstitiel, syndrome de néphropathie vasculaire et syndrome de néphropathie héréditaire. Donc ça, c'est la maladie rénale. C'est-à-dire quand on va trouver une atteinte rénale, on va essayer de trouver la maladie rénale. Pourquoi? Parce que si on traite la maladie causale, par exemple un lupus, par exemple un diabète ou n'importe quelle autre pathologie, une glomérulonéphrite, un syndrome néphrotique, on va empêcher l'évolution vers la maladie rénale chronique suivante. De façon donc très schématique. Vous avez entendu parler, vous avez lu, vous avez appris que l'atteinte glomérulaire, il est caractérisé essentiellement par une protéinurie importante. Pourquoi? Parce que quand il y a une atteinte du glomérule, le filtre glomérulaire va laisser passer les grosses molécules. Qui sont ces grosses molécules? C'est d'abord les protéines, plus ou moins les globules rouges, donc l'hématurie. Donc, hématurie protéinurie importante, avec souvent hypertension artérielle, c'est une atteinte glomérulaire. Donc, si on fait une échographie, ce sont des reins normalement symétriques, bien déterminés et réguliers. La différence de l'atteinte interstitielle, où il y a souvent la cause est urologique, médicaments toxiques, soit donc le système urinaire et les voies urinaires grosses, donc il y a une uropathie, une infection, des lithiases, même si on n'a pas fait de diagnostic précis des lithiases, et ou l'atteinte des tubules, donc ce qu'on appelle l'atteinte néphrotoxique, les analgésiques, l'utilisation des médicaments dont on a parlé, des herbes, etc. L'atteinte interstitielle, puisque elle atteint essentiellement l'interstitium rénal et donc les tubules, la protéinurie est minime, mais on a l'inverse, on a une leucocyturie. Et cette leucocyturie n'a rien à voir avec les infections urinaires, on ne trouve pas de germes, et il y a l'hypertension artérielle généralement absente et n'apparaît qu'à des stades très, très avancés. Par contre, quand vous faites une échographie, vous allez voir un rhin bosselé, asymétrique, pas très régulier. Pourquoi? Parce que généralement, il y a eu de ces infections, il y a eu ces coups, mais ils étaient répétés, et le rein n'est plus généralement symétrique, il est non bosselé dans les atteintes qu'on a parlé toxiques, interstitielles. Donc, des éléments grossiers, simplifiés, pour faire la distinction entre atteinte glomérulaire, atteinte vraiment interstitielle, mais entre urologique et atteinte toxique, et l'atteinte actuelle maintenant, ce que vous avez devant vous, l'atteinte vasculaire. Vous avez déjà une symptomatologie donc vasculaire, une hypertension artérielle, les problèmes donc des vaisseaux au niveau souffle, embole, et c'est le Doppler qui va vous aider à trouver soit une atteinte donc spécifique des artères rénales, soit une atteinte générale de dégradation donc de système vasculaire, d'altération du système vasculaire. Suivante. L'héréditaire, beaucoup plus compliqué, mais on peut déjà avoir une petite idée si on a des gens qui vous disent « Ouais, j'avais un enfant, j'ai perdu un enfant, il y a mon oncle, il y a mon cousin qui a une maladie ». Rien que cette notion
peut aider à aller vers ce diagnostic, rechercher une atteinte donc héréditaire. Suivante. Oui, voilà. Oui, allez-y. Donc, les stades, quand on veut faire stade 1 et 2, malheureusement, sont les moins diagnostiqués. Donc, c'est eux qui doivent bénéficier, c'est le dépistage. Ça, c'est le dépistage pour prendre en charge les facteurs de risque rénal et cardiovasculaire. J'ai déjà avancé que pour dire au départ que l'atteinte rénale, la protéinurie, actuellement, sont des facteurs de risque vasculaire. C'est très important. Donc, quand on réduit l'albuminurie, pas seulement on essaie de réduire l'atteinte rénale, mais aussi les problèmes cardiaques, parce que vous savez que les problèmes cardiovasculaires sont première cause de mortalité. Rajoutez à ça l'anémie, la dyslipidémie, etc., la surcharge quand les malades, quand ils ont une protéinurie, quand ils ont un problème rénal. Mais tout ça n'est valable qu'à ce stade 1 et 2. Et ce stade 1 et 2, on fait pas beaucoup de diagnostics à ce stade. C'est pour cela que quand vous avez la charge, vous avez la responsabilité, quand vous avez ces pathologies, de voir au moins une fois par an le débit de filtration glomérulaire et la recherche d'une protéinurie du microalbuminurie. Suivant. Stade 3. Donc, en dehors de tout ce qu'on a vu, stade 1 et 2, la prévention des complications de la maladie rénale commence déjà à avoir des problèmes. Et le stade 4 ou 5, il faut envoyer le malade au néphrologue. Suivant. Donc, ça, c'est un petit schéma que j'ai beaucoup aimé parce que qu'il est place des spécialistes, des généralistes et par rapport aux néphrologues dans l'atteinte rénale. Donc, au départ, il faut faire un diagnostic. Donc, un diagnostic nous revient à nous tous, nous sensibiliser et les autres spécialistes, les médecins généralistes, omnipraticiens, de les voir ce dépistage. Une fois qu'on a fait le dépistage, on commence à collaborer jusqu'à un stade où on a une fonction rénale, comme on dit, inférieure à 60 millilitres de clearance. À ce moment-là, il y a le partage. On peut faire un suivi avec le néphrologue, on peut accompagner le malade, ça dépend de beaucoup de facteurs. Est-ce que l'évolution est rapide, est-ce qu'elle est lente, est-ce que le malade a d'autres pathologies, etc. Mais une fois qu'on dépasse ce stade et qu'on a, par exemple, 40 inférieur à 30 millilitres de clearance, le malade doit être donc adressé au néphrologue. Bien sûr, le néphrologue ne travaillera jamais seul, il a besoin d'autres spécialistes, etc. Mais c'est à lui que revient la charge de prendre en charge ces patients. Suivant. Ralentir la progression. C'est notre devoir à tous. Donc, c'est ce qu'on a revu, donc la tension, les protéinuries, par quoi? Donc, les inhibiteurs d'enzymes de conversion ont longtemps été utilisés. Il y a eu plusieurs études, ils ont un petit peu révolutionné l'évolution de la maladie rénale. On parle de néphroprotection, etc. Apparu par la suite, donc, les inhibiteurs, donc, de bloqueurs des récepteurs type 1 d'angiotensine 2, la prévention justement de la toxicité. Ici, on commence à avoir une lourde responsabilité vis-à-vis des médicaments, l'utilisation des médicaments, sans tenir compte du degré de la maladie rénale, l'utilisation et le recours à des explorations radiologiques avec l'injection de produits. Tout ça doit être surveillé de très très près. Et bien sûr, les restrictions protidiques, l'adaptation diététique suivante. Les complications de l'insuffisance rénale et sa prise en charge. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai dit au départ, j'ai dit maladie rénale chronique sans réfléchir, mais la réalité, c'est qu'elle est interminable. Les complications de l'insuffisance rénale chronique sont énormes. Déjà, vous avez l'HTA, elle est volodépendante en pas grande partie parce qu'il y a souvent des problèmes donc de surcharge hydrosodée. Il y a donc l'atteinte cardiaque, l'anémie, l'hypertension vont donner des problèmes cardiaques, les problèmes artériels accélérés, les troubles du métabolisme, l'hyperpara, vous savez que la parathormone dans le cours d'insuffisance rénale est considérée comme une toxine urémique. C'est vraiment une toxine qui va tout dégrader, non seulement les problèmes ostéo-articulaires, problèmes cardiaques, problèmes oculaires, et l'acidose qui vraiment aggrave l'ensemble des pathologies, que ce soit au niveau osseux. Tout ceci pour vous dire combien c'est compliqué de prendre en charge une maladie rénale chronique. Pourquoi? Parce que c'est un organe vital. Et pour moi, je dis amazing kidney, vous allez dire, bon, je prends parti pour le rein parce que le rein est trop spécial. Il a
trop de responsabilités au niveau de notre organisme. Et la preuve en est, c'est quand on a une maladie rénale, on a tous les symptômes et on a toutes les complications imaginaires qu'on peut trouver. Suivante, s'il vous plaît. Donc ça, vous avez les diapositives, vous pouvez le revoir tranquillement et on peut en discuter. Et l'acidose métabolique dont je parlais, les problèmes endocriniens, la dénutrition, l'hyperuricémie, l'hyperlipidémie et tout ça, il faut les traiter, il faut essayer de stabiliser. Vous voyez combien il est difficile de maintenir un patient qui a une insuffisance rénale chronique dans les stades avancés et en dialyse par la suite. L'anémie, comme on a dit, les problèmes endocriniens, heureusement, il y a eu un changement exceptionnel avec l'apparition de l'hormone, donc l'érythropoïétine et l'hormone de croissance pour les enfants. Donc, ce qui est transformé la prise en charge des stades avancés et des patients en insuffisance rénale chronique. Vous savez que maintenant, le traitement et la correction de l'anémie par le fer. Le fer, vous savez que généralement, au stade avancé et les malades dialysés, c'est-à-dire métabolise pas, n'utilise pas le fer par os et donc il faut le donner par voie intraveineuse. Et il y a l'administration de l'érythropoïétine qui elle règle le problème de l'anémie. Et quand on règle le problème de l'anémie, on a réglé énormément de choses. Les malades tolèrent plus, donc le stade avancé de la maladie rénale, et surtout, ils tolèrent mieux l'hémodialyse, et ça quelque chose d'incroyable. Et surtout, on peut prévenir de façon considérable la plupart des complications cardiovasculaires liées à l'anémie et on manque donc d'oxygène pour les cellules de l'organisme. Et il y a des troubles de l'hémostase qu'il faudrait savoir et on a parlé aussi que le malade dialysé ou malade au stade avancé d'insuffisance rénale est un malade immunodéprimé. Il faut faire attention pour les vaccins, donc le protéger. Faire des dépistages de maladies chroniques, comme on a parlé de la tuberculose, à nous attendre qu'il ait donc réellement des symptômes suivants. Les conséquences biologiques, je ne vais pas revenir, sont innombrables et qu'il faudrait traiter aussi, corriger tout le temps. L'hyponatrémie, l'acidose, l'hyperphosphatémie, le manque de vitamine D, parce que c'est aussi une conséquence des troubles endocriniens, parce que le rein ne droxyle plus le vitamine D active à son stade final. Aussi l'hémolyse, la carence martiale, l'anémie, les déficits immunitaires suivants. Le traitement, et j'ai souligné deux, traitement prophylactique, donc bien avant, et le traitement conservateur, parce que le traitement de surveillance, vous n'allez pas le voir. Le traitement conservateur, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens médicaux et non médicaux. Ce que veut dire non médicaux, c'est-à-dire diététique, restriction, lutte contre la dénutrition, contre la surcharge, contre l'hyponatrémie, l'intoxication à l'eau, etc. Et pour prendre correctement les complications de la maladie rénale chronique. Donc, la tension, le diabète, vous avez vu combien se sont répétés? J'espère que tout le monde va le faire, ça y est. L'apport protidique, on fait une restriction sans qu'on laisse tomber le malade dans la dénutrition, mais surtout, les produits. Donc, les produits, faites attention aux explorations radiologiques et toujours, nous, on a réussi à faire entrer donc dans l'esprit des radiologues que toujours demander une fonction rénale et faire attention donc à la débit de filtration avant l'injection. Pardon. Les traitements de suppléance, je ne vais pas en parler. Vous pouvez poser des questions comme vous le voulez. Suivante. La transplantation, bien sûr, reste le meilleur traitement, mais malheureusement, vous savez très bien qu'elle n'est pas très développée sur notre continent. Suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de symptômes, il y a tellement de complications, la maladie est en constante augmentation. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'avenir? Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Si vous regardez que depuis les années 70, pratiquement le traitement de substitution et même la transplantation en dehors de quelques, c'est-à-dire médicaments restants, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. L'étendue, l'augmentation du nombre des centres de dialyse sans véritablement qu'on puisse transformer le devenir de ces personnes.
Pourquoi? Parce que la maladie rénale chronique n'a pas bénéficié vraiment de programmes de recherche efficaces et bien financés. On se demande pourquoi d'ailleurs. Une priorité, c'est le développement des systèmes de dialyse qui doivent être plus simples, moins chers et transportables. Je suis désolée, vraiment, parce que j'ai insisté pour faire cette rencontre avec vous aujourd'hui, malgré mon état. Et puis là, après certain temps, ça commence à vraiment. Mais ça va aller. Suivante, please. Alors, les techniques thérapeutiques. L'innovation pourrait rendre la dialyse plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Vous savez qu'actuellement, on ne peut plus parler de santé sans impliquer l'environnement. Nous, vous savez que la dialyse est un destructeur de l'environnement parce qu'on est de grands consommateurs d'eau, de gros producteurs de déchets plastiques et la consommation d'énergie. Donc, si on continue comme ça, on ne peut pas respecter donc tous les engagements et les objectifs généraux de la politique environnementale. Donc, si déjà tous, on peut travailler sur la prévention, sur le retard, sur la réduction de la maladie rénale chronique, on participe à protéger notre environnement parce qu'on aura moins de malades à dialyser. Le rein artificiel, avec ses générateurs, c'est complexe, est appelé à disparaître, à être réduit, à être miniaturisé. Et d'ailleurs, les premiers phénotypes de reins portables ont vu le jour et on espère qu'il y ait d'évolution. Là, je vous parle de tout l'espoir que nourrissent nous, les spécialistes, parce qu'on ne voit pas beaucoup d'évolution en matière de néphrologie, alors que d'autres spécialités font un effort et avancent très, très vite. Suivant. Mais il y a de l'espoir, parce qu'il y a eu de l'évolution sur le traitement de la fibrose rénale pour arrêter, parce que ça, c'est ce qui va transformer le devenir de la maladie rénale de façon générale. Il y a aussi la médecine régénérative avec la possibilité de développer la greffe d'un rein fonctionnel à partir de ses propres cellules, donc souche de l'hôte, et il y a eu des labos qui ont développé, qui ont produit des reins dans le laboratoire, mais ça reste encore à un stade très embryonnaire, mais ça va venir. Il y a eu aussi, vous avez certainement entendu parler, donc la greffe sur une personne en état de mort cérébrale d'un rein d'un porc modifié génétiquement et qui a marché pendant quelques heures. Il y a aussi, pendant cette année qui a connu beaucoup vraiment de révolution au niveau de la greffe en particulier. Il y a aussi donc le changement de groupe sanguin pour permettre donc plus de greffes à partir de ce jeune état de mort encéphalique, donc qui a été fait en Angleterre. La troisième aussi innovation était celle qu'on a arrêté le cœur d'un certain nombre de porcs et puis qu'on a réactivé par l'injection de produits de leur sang et de l'érythropoïétine après 1 heure et que certaines cellules, dont les cellules ont commencé à fonctionner. Donc, ceci donne de l'espoir de pouvoir prélever des organes sur des sujets en arrêt cardiaque. Optimiser les médicaments, c'est la recherche aussi pour que les médicaments immunosuppresseurs au niveau de la greffe deviennent moins toxiques et permettent une survie plus longue du greffon et du patient. Donc, l'avenir aussi promet des bonnes révolutions qui attendent la médecine et la néphrologie aussi. Donc, il y a eu de grandes évolutions au niveau immunologique, les avancées génétiques, les biomarqueurs et une médecine de haute précision. Pas beaucoup de choses actuellement dans la pratique, mais beaucoup dans la recherche. D'ailleurs, dernier congrès de néphrologie pédiatrique, tout ce qu'on avait donc à voir au niveau des résumés et des abstracts des présentations, c'était essentiellement d'immunologie, de la génétique et de les biomarqueurs. Et je vous invite vraiment à s'y mettre parce que le langage médical change. Le langage, dans les 5 années à venir, on va plus parler d'œdème, de pression, etc. On va parler biomarqueurs, génétiques, diagnostics immunologiques, et ça, c'est très important. Il y a aussi l'élément dont je vous ai parlé, l'impact environnemental, l'influence de l'alimentation, auquel nous, médecins, on doit être très sensibles et être les premiers à s'intéresser à ce sujet pour protéger la santé de notre population suivante.
Le traitement par, bien sûr, les avancées d'ARN interférents, nous, on a eu une évolution incroyable. C'est vrai que le médicament reste très, très cher. Vous savez que l'hyperoxalurie est très fréquente au Maghreb. Et c'est une maladie très grave, tueuse. On ne peut pas dialyser le patient parce que l'oxalate s'accumule. On ne peut pas le greffer, sauf si on fait une greffe rein-foie parce que toute l'oxalate se dépose au niveau rénal et entraîne immédiatement la perte du greffon dans les heures qui suivent la greffe. La néphropathie diabétique, ça vous l'avez vu, est la complication la plus fréquente, la plus grave. C'est la première cause donc d'insuffisance rénale terminale. Et il y a eu une évolution mettant en évidence que les nouvelles classes de médicaments antidiabétiques sont efficaces non seulement pour régler le problème de la glycémie, mais une sécurité, un bénéfice cardiovasculaire important, surtout une néphroprotection qui semble intéressante. Suivante. La e-santé. Bien entendu, la révolution numérique ne peut pas laisser le secteur de la santé. Donc, la e-santé s'impose à nous, mais la e-santé doit obéir aussi à des règles et on doit protéger nos patients. Vous savez, la e-santé expose toutes nos données. Vous connaissez très bien les hackers à travers donc le monde et tous ces données de santé qui sont précieuses pour chaque pays et chaque population feront l'objet donc d'attaques et qu'il faudrait absolument protéger. On fait pas toujours attention, on transmet un bilan, on transmet une radiographie, etc. Mais il faut être sûr que les circuits et le stockage sont bien sécurisés. Il y a l'apparition et l'invasion aussi de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de programmes qui ont été développés. Pour nous, au niveau de la néphrologie, il y a tout ce qui est détection précoce, surtout par exemple l'insuffisance rénale aiguë, sujet qui rentre en réanimation. Il y a des applications d'intelligence artificielle qui nous montrent qui va développer une insuffisance rénale aiguë, qui est un facteur de risque et de mortalité très important dans les milieux de réanimation. Le diagnostic de ces maladies est important. On peut prédire et donc prévenir. Et aussi au niveau de la greffe, c'est-à-dire on peut prédire qui va faire des rejets et intensifier, vérifier et les traitements suivants. La télémédecine, vous l'avez peut-être, je ne sais pas, on va en discuter par la suite. Vous savez que la néphrologie était la première spécialité médicale à bénéficier de la téléassistance parce qu'on surveillait dans les années 70, 80 surtout, les dialysés dans des centres, ce qu'on appelle les centres légers. Et il y a eu des développements des modèles de soins collaboratifs pour gérer les maladies chroniques qui me semblent très intéressantes dans nos pays. On partage surtout, moi je suis pour la télé-expertise, c'est-à-dire le partage d'expériences entre les professionnels de la santé, surtout ce qu'on appelle sud-sud, par exemple entre nous, mais la télémédecine aussi et doit rester adaptée aux valeurs déontologiques, éthiques, ce qui n'est pas toujours facile et qui n'est pas toujours respecté. Nous, on a une réglementation, c'est-à-dire un texte de loi concernant la télémédecine, donc ce qui me semble très important pour ne pas déraper. Suivant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Véritable problème de santé publique, comme vous l'avez annoncé, Madame la modératrice, du fait de l'augmentation régulière de son incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, de sa prévalence, le nombre de cas existants. Les prévisions d'avenir sont inquiétantes pour tout le monde. Si on prend 1 sur 10, c'est énorme. 1 sur 10 encore, c'est optimiste. Le nombre de dialysés est en constante augmentation, prise en charge très coûteuse. Suivante. Le coût est les chiffres donnent des chiffres ahurissants, sachant que les coûts, pour le coup, la transplantation, après la première et la deuxième année maximum, reviendrait moins cher que l'hémodialyse, qui reste la plus chère. D'énormes disparités existeront, certaines entre les différentes zones géographiques du globe, normal. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas prendre tous les malades, problème économique. Niveau général de la santé dans le pays détermine combien on va prendre, donc c'est pour ça que la greffe n'est pas très développée à ce jour. Donc, ils n'ont pas de place et c'est qu'est-ce que on pourrait faire? Suivante. Nous pouvons faire mieux, certainement. Nous pouvons travailler ensemble.
et œuvrer pour cette cause mondiale, humanitaire, etc. J'espère que j'étais pas lourde, lente. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ça allait être difficile de résumer la néphrologie en une présentation, mais je reste optimiste pour les échanges maintenant et après, toujours disponible. Voici mon email. La néphrologie pédiatrique, on en parlera certainement dans un proche avenir pour ceux que ça intéresse. Je remercie donc tout le groupe, je remercie donc les organisateurs et espérons avoir d'autres rencontres. Désolée pour ce problème technique. Et c'était pour nous un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et merci parce que je pense que vous avez fait quand même le maximum et vous avez très bien résumé un si long chapitre. Oui, c'est Donc, vrai. nous allons passer à la deuxième phase, la phase des questions et réponses. Oui, Et bien je sûr. vois déjà la main de Monsieur Justin Agamilé. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. J'espère que vous me captez. Oui, le son, oui, je me suis On vous entend. Je vous entends. D'accord. Merci beaucoup. Tout à féliciter notre professeur qui a vraiment fait un exposé si brillant. Nous sommes vraiment très contents. Nous sommes sérieusement édifiés pour cet exposé. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Alors, moi, je suis anesthésiste et réanimateur à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, je voulais poser juste une question sur la chirurgie. Vous nous avez révélé beaucoup de choses sur ces malades, les malades avec insuffisance rénale chronique. Alors, aussi, moi, je me demande en tant qu'anesthésiste, devant un cas qui nécessite une intervention chirurgicale, ces malades, comment peux-je les prendre en charge? Comment je peux le préparer? Étant donné que la répercussion de cette maladie cardiaque, comme vous avez parlé tantôt, endocrinienne et tas d'autres, et de l'autre côté, c'est un organe vraiment si important dans l'élimination des produits, surtout des produits anesthésiques. Alors, quelles sont les astuces que le professeur peut nous donner pour mieux prendre à charge ces malades-là, pour éviter de détoxiquer ces malades avec ces produits anesthésiques. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre question, vraiment, parce que moi, j'ai évité cette partie, vous l'avez sortie, c'est-à-dire le malade insuffisant, maladie rénale chronique et chirurgie. D'abord, je voudrais dire qu'auparavant, avant presque, la maladie rénale chronique presque constituait c'est-à-dire une contre-indication à la chirurgie. Mais le développement médical, on peut opérer tout le monde. Même un patient dialysé, on les opère maintenant tous les jours pour de nombreuses raisons. Déjà, les problèmes liés à leur pathologie, par exemple, un problème urologique, un problème d'hyperparathyroïdie, etc. Mais vous soulevez un point très important, celui de la sensibilité de ces patients qui sont particuliers. Vous savez, quand on opère un malade, on a insuffisance rénale avancée, maladie rénale chronique, et il faut être très méticuleux, très vraiment prudent. Comme vous dites, on peut avoir des problèmes. Ce sont des malades immunodéprimés que vous faites rentrer en chirurgie. Donc, on sait que différentes chirurgies sont pourvoyeuses de problèmes, d'infections, etc. Et que vous allez mettre en réanimation avec d'autres patients où ils peuvent avoir donc d'autres infections. Ce sont des patients qui vont avoir un gros problème de néphrotoxicité de ces produits. Et comment les gérer? On peut être inefficace pour ne pas être être dans le juste milieu, ne pas être inefficace, ne pas être toxique. C'est là où beaucoup de vos confrères anesthésistes préfèrent à la limite opérer, c'est-à-dire s'occuper des patients dialysés que des patients en insuffisance rénale non dialysés. Pourquoi? Parce que les dialysés, on les dialyse juste avant l'intervention. Ils sont bien contrôlés. L'anesthésiste est à l'aise pour la perfusion, pour les sérums, pour les produits, etc. Et si besoin, on les dialyse juste après. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'héparine, que ce soit avant, que ce soit après. Ça, c'est les néphrologues avec l'ANSI peuvent le gérer. Mais par contre, les malades qui ne sont pas dialysés, qui sont ceux du stade 3, du stade 4, etc., ce sont des patients très lourds à gérer et auxquels l'anesthésiste doit travailler en collaboration avec le néphrologue. Parce qu'il
il n'y a pas réellement d'astuce. Pour les médicaments et les antibiotiques, vous savez qu'il y a des règles donc d'adaptation en fonction de la clearance. Ça, c'est facile à gérer. Mais par contre, après aussi, il faudrait voir le post-opératoire parce qu'il y a souvent une aggravation de la fonction rénale avec les produits anesthésiques, avec ces antibiotiques, même si on a respecté, avec ces différentes infections, avec ces troubles métaboliques qu'a entraîné la complication chirurgicale. On ne sait pas, il y a plusieurs cas de figure. Et puis, un malade qui soit en dénutrition, soit déjà chargé et pour la cicatrisation, il va entraîner beaucoup de problèmes et va donner peut donner beaucoup de soucis aux chirurgiens et aux médecins réanimateurs. Mais je pense que la confrontation et la concertation avec les médecins, le néphrologue, le chirurgien, etc., permet de passer le cap aigu. Et il faudrait savoir que la chirurgie peut être un élément et un point d'aggravation. Je rappelle donc, j'ai dit les épisodes d'insuffisance rénale aiguë, c'est pas l'insuffisance rénale aiguë comme on peut l'imaginer, c'est une petite dégradation. Obligatoirement, on va avoir une aggravation parce qu'on va avoir une petite insuffisance, un épisode qu'on peut appeler un épisode aigu de la maladie rénale chronique. Merci, professeur. Je pense qu'on va passer à Docteur Gouda. Docteur Gouda, vous avez la parole. Bonjour. Votre micro est toujours, voilà, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on arrive à vous entendre, oui. D'accord. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accepté parmi vous. Je suis un médecin qui est à Madagascar, donc je suis très honoré d'être là. Donc, j'ai bien suivi votre conférence et c'est quelque chose qui est très, très intéressant en tout cas. Tellement intéressant parce que c'est parmi les problèmes, disons, majeurs ici à Madagascar. Déjà, on est un pays en voie de développement, donc du côté argent, on meurt de ça en fait. Et dès qu'il y a une insuffisance rénale, disons stade 1, nous on est déjà là à dire, c'est déjà là quoi. Donc, mais il y a une chose qui m'a un peu intrigué en fait à propos de la dialyse. Il y a désolé de demander ça, mais ça m'a un peu intrigué parce que j'ai jamais entendu ça. Je sais pas pour quel j'ai un peu honte de dire ça, mais le dialyse péritonéale. Donc, c'est juste que j'aimerais savoir l'indication déjà, le procédure et surtout le pourcentage d'efficacité par rapport à ça. Parce que si il y a des médecins, il y a des cabinets qui font des dialyses sanguins, mais à propos de cette dialyse péritonéale, j'aimerais beaucoup savoir un peu si vous pouvez me donner. Je pense d'abord, avant de donner la parole au professeur, sachez qu'on est entre nous ici et puis voilà, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions dont on a besoin d'avoir honte, on est en communauté, voilà. Et on partage tout, donc sentez-vous à l'aise, posez vos questions. D'accord. Et ensemble, on va y trouver des solutions. Professeur, vous avez la parole. Oui, merci. Moi, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Au contraire, moi, c'est pour ça que je disais qu'on ne pouvait pas tout résumer. C'est-à-dire, moi, je devais donner toutes les techniques, mais je peux pas en une heure donner toute la néphrologie. Donc, effectivement, il y a deux méthodes, ce qu'on appelle les méthodes de substitution. Il y a l'hémodialyse. L'hémodialyse qui utilise le rein artificiel. C'est un rein, c'est-à-dire le filtre, c'est un rein artificiel. C'est le petit module qu'on a avec dans une machine un générateur. Et l'utilisation de la dialyse péritonéale a à peu près le même principe, mais on utilise le péritoine comme la membrane. C'est la membrane de filtration. C'est-à-dire que le sang, on va faire passer le liquide dans la cavité péritonéale et c'est le contact avec les petits vaisseaux, donc avec le sang, qui va permettre la sortie, donc de la perte de ce qu'on veut pas, comme le potassium, l'eau qu'on va tirer parce qu'il y a du glucose comme un facteur osmotique qui va tirer l'eau dont on veut se débarrasser. Par exemple, donc pour vider le patient, donc l'eau, les électrolytes en excès, comme le potassium, vont partir dans le liquide péritonéal qu'on fait injecter et ressortir. On le laisse un temps de pause au niveau du péritoine.
Ça dépend. Donc, s'il y a plusieurs techniques, s'il y a les techniques répétées toutes les 6 heures, il y a ce qu'on peut faire, par exemple, que le soir pour les gens qui travaillent, pour les enfants, etc. Que le soir, il est branché. Il y a des cycles, entrée, pause, sortie, entrée, pause, sortie. Donc, on le comprend aisément. Et après, on l'adapte en fonction. Donc, le volume d'injection, le cathéter serait en fonction de la taille, de l'âge, de beaucoup de choses. De même que le liquide, si on a par exemple quelqu'un de très chargé, on passe un liquide osmotique pour tirer le maximum d'eau. Si on a quelqu'un en stabilité, équilibré, on utilise le ce qu'on dit isosmotique, habituel, etc. Vous avez parlé d'un point très important. Pourquoi moi je ne parle pas beaucoup de dialyse péritonienne? Parce que vous avez parlé d'efficacité d'indication. L'indication essentielle de la dialyse péritonienne, c'est les tout petits, donc c'est le nourrisson, le nouveau-né, on ne peut pas hémodialyser. C'est l'enfant de petit poids, c'est toutes les complications, les problématiques qui ne permettent pas d'avoir de l'hémodialyse. Un inconvénient, en restant chez l'enfant, la dialyse péritonienne n'est pas très efficace. Il donne une dénutrition. Et avec le temps, avec les infections, le péritoine se fibrose. Il n'est plus efficace pour permettre une bonne épuration. Donc, qu'est-ce que c'est? La dialyse péritonienne a une indication, surtout dans les pays développés. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure solution d'attente avant la greffe. S'il n'y a pas de greffe, la dialyse péritonienne n'a pas de solution. Parce que vous allez perdre le péritoine, il y aurait plus de filtration et l'enfant n'aura que de la dénutrition, le retard de croissance, etc. Et on ne peut pas le mettre la survie pendant des années en dialyse péritonienne. Par contre, quand il y a une possibilité de greffe qu'on est en attente, elle est très bonne parce que une liberté, c'est celle qui est le maximum utilisée, par exemple, dans les pays nordiques, etc. Une liberté, il reste chez lui, il est avec ses parents, et il va à l'école, etc. Donc, c'est tout un développement psychosocial de l'enfant qui sont protégés par la dialyse péritonienne. Alors, l'autre partie des patients adultes à qui on peut proposer bien la dialyse péritonienne, c'est les personnes âgées et les personnes qui ont des problèmes vasculaires, c'est-à-dire qui ne vont pas supporter ce changement brusque de volume que impose l'hémodialyse, c'est-à-dire entrée-sortie, ultrafiltration, malades qui n'ont pas aussi n'ont plus de voie d'abord vasculaire, on n'a plus d'accès pour l'hémodialyse, on utilise la dialyse péritonienne. Pour ces personnes, il n'y a pas de souci. La personne âgée, fatiguée, elle reste chez lui, mais il est contraignante. Et la dialyse péritonienne, un grand risque dans nos pays, c'est l'infection. Les gens viennent avec des péritonites parce qu'il n'y a pas les conditions. Il faut avoir une chambre à part, isolée, bien comprendre les mesures d'hygiène, etc. Parce que le péritoine, déjà, il se fatigue tout seul du fait de l'épuration. Et que si vous rajoutez les infections et les épisodes de péritonite, ça y est, il est rapidement bousillé et vous n'avez plus rien. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si vous avez plus de besoin de détails, d'explications, vous pouvez m'envoyer un email, téléphoner, appeler, ce que vous voulez. Je pense que le docteur Bouddha est satisfait. Je pense qu'on va passer à docteur Tanou, qui a également levé la main. Docteur Tanou, vous avez la parole. Oui, alors. Oui, bonjour, docteur Tanou. Ok, bonjour, bonjour, servante. Et bonjour à tous ceux qui suivent maintenant ce webinaire, c'est vraiment intéressant. Et servante, franchement, pour un témoignage, j'ai vraiment été ravi de votre présentation et résumé l'insuffisance rénale en une heure, c'est pas facile. Et félicitations à vous. Et à l'entrée, je suis docteur Koyogitano, je suis médecin, résident à l'ORL, service ORL, l'hôpital d'Anka, ça a Conakry. Et j'avais un peu de soucis. Bon, je veux savoir, entre le concept d'insuffisance rénale chronique et maladie rénale chronique, lequel qui est utilisé actuellement. Ensuite, j'avais une autre question. Est-ce que, parce que vous avez parlé des autres causes, vous avez parlé d'abord de l'hypertension artérielle, ensuite du diabète, mais les autres causes aussi, vous avez cité, parmi ces autres causes, est-ce que la prévision ne fait... Je n'ai pas très bien saisi vos questions, please. Je n'ai pas bien entendu vos questions. Première question, si vous... Première question.
Oui. Je m'excuse, la première question. Je disais, est-ce qu'il y a une différence entre l'insuffisance rénale chronique et la maladie rénale chronique? Et lequel des concepts qui est utilisé actuellement? Voilà, ça c'était la première. Oui. Dans la deuxième, est-ce que la glomérulonéphritite chronique post-streptocoxique fait partie des causes de la maladie rénale chronique? Ok, merci. Voilà, et une troisième question. Est-ce qu'un médecin ORL a un rôle particulier dans la prévention de la maladie rénale chronique? Ah oui, je vous réponds tout de suite. Est-ce que le médecin ORL a un rôle particulier dans la prévention de la Oui, maladie j'ai entendu. J'ai dit oui tout de suite, oui. Oui. Voilà, et s'il y en a, s'il vous plaît, lequel nécessairement, et voilà, c'était ça mes questions. Ok. Je peux répondre alors? Madame Pascaline? Oui, vous pouvez répondre. Ok, merci. Merci donc pour vos questions. Bien sûr, le concept maladie rénale chronique et insuffisance rénale chronique, d'ailleurs, je l'ai dit au départ, l'insuffisance rénale chronique, comme son nom l'indique, déjà qu'il y a un début le rein ne fonctionne plus, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de sa fonction. La maladie veut dire qu'il y a une atteinte, mais est-ce qu'on est au stade d'insuffisance rénale ou pas? C'est pas obligatoire. Avant, on parlait que d'insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire, on avait les pathologies, on avait l'insuffisance rénale chronique. Et avec le temps, si vous le voyez en anglais, donc CKD est devenu, c'est-à-dire la dénomination classique, c'est-à-dire tout ce qui est pathologie chronique. Pourquoi? Parce que toute pathologie chronique va aboutir à un moment donné à une insuffisance rénale chronique qui fait partie de la maladie rénale chronique. Donc, c'est un concept juste pour élargir, dire, ouais, la maladie rénale chronique est un danger, quel que soit son stade, avec ou sans insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire dans les stades de début. Stade 1, où la clairance est encore normale, stade 2, où il est encore supérieur à 60. Donc, ça, c'est un concept juste pour définir. Alors, vous avez parlé d'un problème de les glomérulonéphrite chroniques post-streptococciques. Alors, les glomérulonéphrite post-streptococciques, on les définit aigus, c'est-à-dire qu'ils sont aigus. Les glomérulonéphrite post-streptococciques sont aigus, c'est-à-dire qu'ils surviennent après une infection streptococcique, généralement rhinopharyngée ou cutanée. Donc, ça, c'est les glomérulonéphrite. Mais je suis avec vous dans la mesure où on a le développement de glomérulonéphrite qui deviennent chroniques parce qu'ils sont sévères, sont suraigus, sont prolifératifs, sont et passent rapidement à une maladie rénale chronique et sont survenus après une infection qui peut être post-streptococcique. Et vous avez des malades qui font des glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique, passés inaperçus ou non surveillés, qu'avec le temps, on trouve des glomérulonéphrite chroniques. De toute façon, dans nos pays, la glomérulonéphrite chronique a une partie comme étiologie, les infections, les différentes infections. Et là, j'arrive à votre question. Est-ce que le médecin ORL a un rôle? Oui, il a un grand rôle dans la prévention de la maladie rénale. Pourquoi? Vous allez me dire, vous savez que, par exemple, chez l'enfant qui fait des infections, notamment donc des amygdales, des angines, il fait donc plusieurs angines et l'ablation donc des amygdales permet de stabiliser la maladie rénale ou permet la régression de certains marqueurs comme l'hématurie. Ça y est, des enfants qui ont une hématurie pour lesquels on ne trouve pas toujours une cause. Parce que là, c'est aussi un gros problème. Tout le monde et toutes les pathologies peuvent entraîner une hématurie. Donc, et là, on a remarqué, et les études démontrent que l'ablation des amygdales, le traitement des infections ORL et leur prévention permet de réduire les épisodes d'hématurie ou bien de les faire disparaître. C'est très important. Les patients qui ont, par exemple, un syndrome néphrotique qui font plusieurs rechutes et qui développent des problèmes ORL. D'ailleurs, si vous avez vu parmi les infections que j'ai citées aiguës ou chroniques, c'est ORL. Donc, il y a un lien incroyable. Et d'ailleurs, pourquoi il y a la glomérulonéphrite post-streptococcique? Parce que
L'atteinte streptococcique, elle est au niveau des amygdales, au niveau de la gorge, mais il y a l'atteinte, parce que l'explication physiopathologique, c'est qu'on dit qu'il y a non sellement l'élimination des complexes antigènes anticorps, mais il y a peut-être des similitudes entre l'attaque donc du streptocoque pour les angines et l'atteinte rénale. Donc, vous avez, si vous êtes ORL, un grand rôle à jouer et c'est pour cela que je disais que la prévention est la responsabilité de l'ensemble des médecins, quels qu'ils soient, et l'ensemble même des professionnels de santé. J'espère que j'ai répondu à vos questions parce que j'ai pas tout compris, mais je pense que c'était en résumé un peu ça. Docteur, c'est ça? Oui, c'était ça, c'était l'essentiel, merci beaucoup, c'était vraiment l'essentiel. Merci. Merci à vous, professeur. Je pense qu'il y a docteur Maïfarak. Excusez-moi, je pense que docteur Maïfarak. Malala. Voilà. Désolée. Vous m'entendez? La parole, oui. Merci, professeur, pour votre présentation. Je suis un interne de biologie médicale en Tananarive, à Madagascar. J'ai une question. Quelle est la place de l'urée dans le diagnostic des maladies rénales chroniques? Parce que des fois, dans le labo, on voit quelquefois une élévation de l'urée sans augmentation de la créatinémie ou vice-versa. C'est ça ma question. Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, parce que si vous revenez en arrière, vous allez voir que, et d'ailleurs, quand j'ai présenté Bright, c'était l'urémie. C'est-à-dire, au début, l'insuffisance rénale, la maladie rénale chronique, etc., on appelait ça l'urémie, le coma urémique, etc. Donc, l'urée était au devant du diagnostic de la maladie rénale, de l'insuffisance rénale. Avec le temps, les choses se sont affinées. Pourquoi? Parce que l'urée ne traduisait pas exactement comme la créatinine le débit de filtration glomérulaire, si vous avez vu, et la clairance. L'urée peut augmenter dans différentes circonstances sans qu'il y ait une augmentation, comme vous venez de le dire, de la créatinine. Pourquoi? Parce que l'urée est dépendante d'autres facteurs. Elle est dépendante de la concentration, donc une petite déshydratation peut augmenter l'urée. Elle est aussi dépendante de l'alimentation, de la nutrition, de beaucoup de choses. Donc, l'urée n'est pas un bon témoin de la fonction rénale. Et vous avez donc parfois aussi malade qui a une augmentation de la créatinine, donc il y a une baisse de débit de filtration, qui a une urée normale. C'est surtout les sujets âgés ça veut dire qu'il est en dénutrition, parce que l'urée a une importance dans l'appréciation de l'alimentation, de la diététique du patient et dans l'appréciation de la nutrition. Mais dans l'élément donc diagnostic de la fonction rénale, non, il n'a plus autant de valeur actuellement. C'est la créatinine et c'est encore mieux ce que je vous ai présenté, les différentes formules qui apprécient le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire réellement ce que fait le rein. L'urée est un facteur complémentaire comme l'acide urique pour apprécier le métabolisme azoté beaucoup plus que pour apprécier la fonction rénale. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, professeur. Je pense qu'on va donner la parole à Monsieur Sani Daouda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous me recevez? Oui, on arrive à entendre, oui. Donc, moi, je suis Sani Daouda Mohamed Mustafa, étudiant biologiste en master deuxième année à la FST de CETAT, ici au Maroc. Je remercie le professeur pour sa présentation, c'était très riche, et aussi à l'équipe REMA. Ma préoccupation, c'est qu'en fait, je n'ai pas très bien saisi lorsque le professeur vous dites que la maladie chronique, la maladie rénale chronique est irréversible. C'était ça ma question.
Donc, je n'ai Ah pas oui, très bien saisi. C'est que ça veut dire que le patient ne peut pas se retrouver à son état de santé de départ ou bien, je n'ai pas très bien saisi. Je vous ok, remercie. merci. Oui, je vais répondre. Donc, oui, la maladie rénale chronique, c'est par opposition à la maladie rénale aiguë. Donc, chronique, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Par exemple, la maladie rénale, quand vous avez une augmentation de la créatinine, vous avez un tableau aigu, vous ne savez pas ce qu'a le patient, vous pouvez vous traiter, corriger l'ensemble des facteurs, rechercher une étiologie, etc., et le suivre. Et vous avez jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire, vous avez jusqu'à 3 mois statistiquement actuellement, donc c'est ce qui est admis, pour dire que le malade peut récupérer. À ce moment-là, c'est aigu. Si elle récupère totalement, en partie. Quand vos malades ne récupèrent pas, c'est chronique. Donc, c'est pour faire la différence entre aigu jusqu'à une période, une fois que vous avez diagnostiqué, chronique, ça veut dire c'est irréversible. Irréversible, c'est-à-dire qu'il ne reviendrait jamais à la situation d'auparavant. Il peut revenir une partie. Par exemple, vous avez un débit de filtration aux alentours de 40 et puis le malade, avec les corrections, le traitement, etc., il revient, par exemple, à 50. Mais il est toujours chronique. C'est-à-dire qu'il ne changera pas. Quand vous avez l'aigu, vous avez une insuffisance rénale aiguë, vous pouvez avoir une anurine, un débit de filtration pratiquement en chute, rien. Et le malade va récupérer. Il va récupérer une fonction rénale normale, comme celle d'avant, ou très proche. Par contre, le chronique, il ne récupère pas. Il ne revient pas en arrière. Elle est irréversible, c'est-à-dire on ne revient jamais à une situation normale. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bien saisi maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Professeur. Est-ce qu'on va donner la parole à la personne qui a j'ai vu HP Pro, donc c'est tellement un PC. Merci de prendre la parole et de vous présenter. Ok, merci beaucoup. On va remercier au professeur pour, en tout cas, ce résumé sur, en tout cas, l'insuffisance rénale chronique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Merci à vous. Ok, sinon, je suis M. Tapsouba Zakaria. Je suis infirmier diplômé d'État au Burkina Faso. Voilà, bon, j'avais en tout cas quelques questions à l'endroit de la présentation. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut se baser sur l'hypercréatinémie sans antécédent ni de facteurs favorisants pour diagnostiquer en tout cas une insuffisance rénale chronique chez un malade? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que, bon, puisqu'on voit souvent en tout cas certains qui, bon, une fois que la créate est élevée, on essaie de forcer la diurèse pour faire diminuer la créate. J'aimerais savoir, est-ce que, bon, dans ces actes-là, est-ce qu'il n'y a pas un impact négatif sur le malade? Voilà, c'est mes questions comme ça. Oui, bon, pour l'élévation de la créate, c'est-à-dire est-ce que c'est la seule manière de diagnostiquer la maladie rénale? Je ne sais pas, c'est ça votre question? C'est-à-dire l'élévation de la créatine? Oui, bien sûr. De toute façon, j'ai parlé de la clairance, mais en absence de clairance, on ne peut pas se stopper. C'est-à-dire si vous avez qu'un dosage, on se base sur le dosage, bien entendu. On essaie d'avoir une cinétique. Si vous n'avez qu'une créatinine, une seule ne permet pas de décider. Il faut essayer d'évaluer aussi. Une créatinine peut être juste, c'est un sujet adulte, normal, c'est-à-dire bien portant. Il est beaucoup plus difficile chez les tout petits et chez le sujet âgé où le débit devient pratiquement indispensable. Mais si vous avez quelqu'un de la quarantaine, de la cinquantaine, vous pouvez utiliser la créatinine, bien sûr, mais le plus important ici, c'est de la suivre. Par exemple, vous avez une seule créatinine, vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe et vous n'avez pas, comme vous avez signalé, vous n'avez pas d'étiologie, vous n'avez pas de suivi, vous n'avez pas d'antécédents, c'est-à-dire vous n'avez aucune idée, il faut essayer de préciser les différents éléments dont je vous ai parlé et surtout avoir une cinétique, c'est-à-dire un autre dosage et voir. Par exemple, vous avez parlé de faire de l'hyperdurèse, je ne sais pas comment, mais ça ne sert à strictement à rien. Au contraire, si vous avez des patients qui ont des problèmes, vous n'allez qu'à les aggraver. Je ne sais pas comment vous le faites ou vous pensez le faire,
l'hyperdurèse? Est-ce que vous donnez des diurétiques? Est-ce que vous perfusez du mannitol? Qu'est-ce que vous faites exactement pour essayer de la baisser? Parce qu'elle ne baissera pas. C'est pas avec une diurèse qui va baisser. Hein, ça change absolument rien à la créatinine. L'urée ici peut changer, peut vous induire en erreur. Si vous n'avez qu'une urée. Donc, pour revenir à la question du monsieur président, oui. Oui, dites-moi. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes en attente. OK. Monsieur Josias, vous avez la parole. Monsieur Josias, votre micro est fermé. Monsieur Josias Ngeleo. Oui, allô? Oui, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la présentation et Merci à vous. je profite de l'occasion pour me présenter une fois. Je suis Dr Ngeleo Mboubi Josias, médecin généraliste au Cameroun, et je suis dans le circuit de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et c'est dans ce cas même que je vais orienter ma question. Puisque ce sont des populations particulières, spécifiques, des études ont montré que ces personnes sont sujettes à des maladies rénales chroniques, surtout en prenant certains antirétroviraux. Maintenant, plus précisément le tenofovir. Maintenant, ma préoccupation, quelle alternative dans la prise en charge de personnes infectées au VIH qui développent une maladie rénale chronique? Oui, je vous remercie pour votre question, mais vous savez, moi, je n'ai aucune expérience dans ce domaine et nous, on n'est pas tellement confrontés à cette pathologie. Cependant, moi, ce que je voudrais vous dire surtout, et votre rôle, c'est à début. Et d'ailleurs, en travaillant au niveau de l'association internationale, surtout pour les enfants, on a voulu instaurer un dépistage précoce de la maladie rénale. Justement, la protéinurie et la recherche donc des anomalies du sédiment urinaire ne font pas partie du bilan de ces patients avant même qu'ils soient traités. Donc, il faut faire ce dépistage. Il faut par une bandelette dépister une protéinurie pour essayer justement de traiter ces pathologies bien avant, parce que vous n'aurez pas d'alternative, vous n'avez pas d'alternative pour changer de traitement. Vous pouvez l'adapter, mais pourquoi les laisser arriver? Il y a comme toutes les pathologies infectieuses, comme toutes les maladies, il y a différents stades. Donc, au stade de début, on peut prévenir parce que je vous ai montré la néphroprotection en fonction du degré. Donc, si vous avez une toute petite protéinurie, vous corrigez les anomalies, vous suivez, etc., vous pouvez prévenir l'insuffisance rénale. Parce qu'une fois que l'insuffisance rénale va s'installer chez ces patients, vous ne pouvez pas la changer. Et puis, ce sont des lourds malades aussi qui vont être en dialyse, ils vont continuer à prendre leur traitement. Il faut adapter le traitement à la dialyse. On n'a pas beaucoup de travaux dans ce sens. Donc, on va pas savoir où est-ce qu'on est, quelle est la limite de l'efficacité ou de l'inefficacité ou et de la toxicité. Ça, c'est des choses qu'il faudrait absolument essayer de travailler vous-même. Et si vous pouvez faire des travaux, regrouper des séries, vous allez rendre service à tout le monde parce que c'est vous qui avez le maximum de ces cas. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on travaille en amont. C'est-à-dire que comme j'ai parlé du corona, vous savez, toutes les pathologies, je l'ai dit et je répète, infectieuses ou autres, peuvent entraîner une maladie rénale. Il faut faire ce dépistage avant. On ne fait pas de diagnostic avant, c'est-à-dire on ne dépiste pas ces anomalies. Et ça, je m'adresse à tout le monde bien avant. Des bandelettes peut déjà vous montrer, non coûteuses, s'il y a une protéinurie, s'il y a une hématurie, etc. Donc, si vous avez ces symptômes, déjà, c'est marqueur de l'atteinte rénale, c'est déjà, il y a une atteinte rénale. Donc, il faut la traiter. Si vous n'êtes passé sous silence ces anomalies urinaires, après sanguin, etc., vous arrivez au stade avancé. Vous ne pouvez rien faire pour ces patients parce qu'il n'y a pas de retour, comme je l'ai expliqué depuis tout à l'heure. Merci, madame. Merci, bien compris. Nous espérons d'intégrer ça dans notre routine de prise en charge. Merci. Oui, voilà. Merci à vous.
Je ne sais pas si à ce stade, il y a d'autres personnes qui attendent pour poser des questions. OK. Monsieur Soulé Kiambeye Abdul Aziz, vous avez la parole. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous me recevez? Oui? D'accord. Oui. Merci, cher professeur, pour ce brillant exposé. Moi, c'est Soulé Kiabe Abdelaziz. Je suis médecin généraliste ici au Niger. J'ai une simple question. Ma question est de savoir quel est l'âge? Existe-t-il un âge optimal pour une transplantation rénale? Pour le petit ou le grand? C'est-à-dire l'âge minimal, l'âge maximal? Oui, bon, je demande l'âge optimal, l'âge idéal pour faire une transplantation rénale. Oui, la transplantation rénale est toujours, si on peut dire, c'est-à-dire acceptable et efficace et souhaitable. Bon, pour l'enfant, il y a un point, c'est-à-dire que les petits pois, on peut pas les greffer facilement. C'est généralement la limite. La majorité des équipes pédiatriques font jusqu'à un poids de 10 kilos. Moins de 10 kilos, c'est compliqué. Il y a très peu d'équipes qui le font. Pour les personnes, c'est-à-dire adultes, c'est-à-dire qu'il y a un âge, ce qu'on appelle l'âge physiologique, plus que l'âge chronologique. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui a 60 ans, qui on peut faire une greffe parce qu'il est en très bon état, notamment vasculaire, c'est ce qui apparaît chez les sujets âgés. Et vous savez maintenant qu'on fait de plus en plus d'explorations vraiment très poussées sur le plan cardiovasculaire pour permettre à la greffe de réussir. Et puis, vous pouvez avoir des sujets qui ont 45 ans, qui ont des contre-indications qu'on ne peut pas greffer parce qu'ils ne sont pas en bon état et surtout en bon état vasculaire. Ne parlons pas de la problématique immunologique. D'ailleurs, j'avais signalé, si vous avez remarqué, quand je parlais d'anémie, je parlais que d'un traitement, l'érythropoïétine, le fer, etc. Et j'ai exclu la transfusion. Parce que les transfusions, on en fait de moins en moins, sont pratiquement quand les pays où quelqu'un n'a pas la possibilité d'avoir l'érythropoïétine. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement un risque infectieux que vous connaissez très bien que ça, mais un risque d'immunisation. C'est-à-dire que les sujets transfusés ne pourront plus être greffés, ce qu'ils vont faire que des rejets. Et du coup, donc ça, c'était avant. Donc, on refusait beaucoup de monde parce qu'ils étaient immunisés. Mais maintenant, avec le développement de l'érythropoïétine, essentiellement les contre-indications sont soit des des cancers évolutifs, soit essentiellement donc des sujets qui sont en très mauvais état vasculaire. D'accord, merci cher professeur, merci pour les explications. Nous en tiendrons compte. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Nous allons donner la parole à Monsieur Mauriac Akoha. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Moi, je suis Mauriac Akoha, je suis médecin néphrologue béninois. Je reviens juste sur la question par rapport aux alternatives thérapeutiques chez des patients qui présentent un VIH avec le risque de développer une insuffisance rénale éventuellement sous ténophobie. En fait, moi, j'ai eu l'expérience de travailler dans une filière où on prenait en charge de façon importante les patients VIH et qui avaient une atteinte rénale. Et les alternatives qu'on a, en tout cas en Afrique subsaharienne, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on utilise souvent pour remplacer le tenofovir, c'est d'utiliser un régime avec plutôt de l'abacavir. C'est une alternative thérapeutique en adaptant à la fonction rénale. Et je reviens encore une fois sur le commentaire du professeur sur vraiment insister sur le dépistage. En fait, il faut vraiment travailler en amont le dépistage de la maladie rénale chronique chez ces patients vivant avec le VIH, avec ne serait-ce qu'une créatinémie. Bon, en général, ça se fait au début, mais également une bandelette urinaire, au moins initialement, histoire de voir s'il y a une protéinurie et éventuellement de doser la protéinurie si éventuellement la bandelette elle est positive. C'est des moyens simples qu'on peut utiliser pour éviter d'en arriver
d'arriver à des stades d'insuffisance rénale chronique terminale, comme le professeur a dit. Je tiens à remercier le professeur pour sa présentation. C'est pas du tout évident de résumer toute insuffisance rénale. Merci. Moi, je veux vous poser la question. Vous avez parlé d'alternatives et j'ai pas entendu. Vous avez dit vous donnez? J'ai pas entendu. On utilise de la bacavir. La bacavir. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est l'alternative qu'on avait. C'est l'alternative qu'on avait. Voilà. Ouais. Mais c'est bien d'insister, comme vous avez dit, c'est à vous de nous imposer tout ça, c'est-à-dire la prévention, le dépistage des anomalies rénales très tôt. Ça va vous aider, ça va aider les patients. C'est incroyable. Il ne faut pas attendre que ça soit au stade terminal. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur, pour vos apports. Merci au professeur aussi. Moi, j'aurais une question avant qu'on ne finisse la phase des questions, puisqu'il y a de main levée. Non, je ne pense pas. Ma question, c'est quelle est l'importance de l'échographie, genre de l'imagerie, précisément de l'échographie rénale, dans le diagnostic de la maladie rénale chronique? Parce que je pense que tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de la créatinémie. Est-ce que l'augmentation de la créatinémie avec tout ce qui va avec est suffisant? Donc, j'aimerais savoir quelle est vraiment la place de l'échographie rénale dans le diagnostic. Très importante question aussi. Pour nous, l'échographie pour le rein, vous savez que le rein, il n'y a pas d'examen pratiquement. Dans quelques œdèmes, la tension artérielle, bien sûr, les protéinurées, tout ça dans la bandelette. C'est l'échographie qui fait presque partie de l'examen clinique. Nous, en développant un petit peu la prévention et la prise en charge, c'est-à-dire on encourage, on fait des formations en échographie pour tous les médecins. Pour nous, tous les médecins doivent faire de l'échographie de déblayage, bien sûr. Après, s'ils ont des problèmes, s'ils voient des choses, il faut s'adresser aux spécialistes. L'échographie, ce que je demandais tout à l'heure, si tous les médecins faisaient de l'échographie, de jeter un coup d'œil sur le rein, ils pouvaient voir des anomalies. Petite dilatation parfois, vous avez des syndromes de jonction qui évoluent même jusqu'à l'âge adulte sans qu'il y ait de diagnostic. Vous avez des anomalies des reins plus petits, quelqu'un a fait des infections urinaires, les reins deviennent bosselés, la taille change, il y a une dilatation à côté, il y a une petite lithiase. L'échographie, pour moi, extrêmement importante et c'est notre œil, si vous voulez, au niveau du rein. Parce que le rein, qu'est-ce que vous allez palper? Il n'y a rien à palper. Vous n'avez rien à examiner. Vous trouvez quelques œdèmes, vous pouvez ne rien trouver. Le malade peut ne rien avoir, d'être stade 2, 3, non, avoir aucun symptôme. S'il n'a pas d'hypertension artérielle, vous avez que les marqueurs biologiques, c'est-à-dire au niveau des urines et au niveau du sang, comme on a dit. L'échographie est extrêmement importante. Je vous encourage tous, même les médecins spécialistes, toujours jeter un coup d'œil. Même s'il fait des cardio, il va faire un petit sonde, passer une sonde au niveau rénal et voir s'il y a quelque chose. Les anomalies rénales, on les voit très facilement. On ne diagnostique pas le détail, mais on voit déjà que ce n'est pas normal. Soit c'est plus petit, soit c'est plus grand, soit que la différenciation n'est pas très bonne, soit qu'il y ait quelque chose qui cloche. L'essentiel, on peut dépister des anomalies très tôt par l'échographie. La généralisation, je vous l'ai dit, de l'échographie a transformé le diagnostic de la maladie rénale. Merci beaucoup, professeur, pour le détail très intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à ce stade, des choses à dire. Je pense que s'il n'y a rien à dire, je veux d'abord, avant de donner la parole au professeur pour son mot de fin, lui dire vraiment merci. Merci pour l'occasion qu'elle nous a donnée. Également, merci pour tout ce qu'elle nous a enseigné. Et franchement, félicitations pour avoir essayé de résumer la maladie rénale chronique parce que c'est vraiment un chapitre vaste et je pense que vous l'avez si bien fait. Et merci aussi d'avoir aidé quand même de nous avoir aidé à avoir des éclaircissements par rapport à nos différentes préoccupations. Je vais vous passer la parole pour votre mot de fin.
Merci. Moi, c'est à moi de vous remercier vraiment de m'avoir donné l'occasion de se rencontrer mes confrères et collègues donc au niveau de l'Afrique. Vous savez que moi j'ai beaucoup travaillé dans l'Afrique subsaharienne, en particulier en néphrologie pédiatrique, que j'ai introduit l'Afrique francophone au niveau de l'association internationale parce que comme moi j'ai intégré et nous on était coupés, c'est-à-dire l'Afrique du Nord n'existait même pas et le reste des pays ne faisait pas partie, il n'y avait pas et j'ai organisé les premiers cours formation en français au niveau de la néphrologie pédiatrique. Je suis aussi toujours disposée à travailler avec vous, à organiser des rencontres, à répondre donc au groupe REMA s'ils ont besoin d'autres formations. Nous, on a un grand réseau, que ce soit national ou international. Je reste à votre disposition. Vous avez mon email pour toutes les questions parce que moi, je me dis toujours que travailler avec les médecins, c'est pas travailler avec les médecins, c'est travailler avec les patients. Et pour moi, je dis, si un médecin comprend quelque chose, avance, une idée, une progression, c'est le patient qui va en bénéficier et c'est notre objectif. J'ai aussi des documents, j'ai le livre néphrologie pédiatrique que je pourrais vous transmettre. J'étais ravie. J'espère vraiment que, parce que la maladie rénale est difficile pour tout le monde, même les médecins, même les néphrologues ne comprennent pas toujours ce qui se passe au niveau rénal parce que vraiment c'est délicat. J'espère que j'ai transmis quelques notions faciles. J'ai essayé de faciliter. J'ai pas voulu rentrer dans les détails des spécialités. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on va se rencontrer. Et pour moi, je pense que si vous êtes intéressé par un sujet, moi, je serais ravie de le traiter, de partager avec vous. Plus vous avez, moi, j'aime beaucoup les questions, les échanges, parce que quoi qu'on fasse au niveau d'une présentation, c'est jamais ce que veulent les autres. Et moi, j'essaie toujours m'adapter au public. Merci à tous et bonne fin de week-end et à très, très bientôt.